Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle génération de la RPK CIMA, la CM052A, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaite remercier l'un des followers de la chaîne, un jeune joueur qui est en train de faire sa transition vers la russophilie, qui est venu jouer avec nous à la FBA sur notre dernière partie du 28, et qui habite en Sologne, bon voilà, dans une région que je découvre progressivement, et qui m'a prêté cette RPK 74 CIMA, alors même qu'il ne l'a jamais joué. Voilà, il l'a acheté, elle est arrivée neuve et il me l'a donnée directement. Donc, merci à toi. C'est comme ça que ma chaîne peut vivre et survivre avec du contenu proposé aussi par les followers. N'hésitez pas à vous abonner, pensez-y, c'est important pour moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui de solliciter les entreprises pour vous présenter du contenu. Et bien sûr, si vous voulez m'aider à acquérir du matériel pour vous le présenter, n'hésitez pas, lorsque vous faites vos courses chez Airsoft Entrepôt, à utiliser le lien qui est en description. Attention, je ne reçois de gratification que dès lors que vous passez commande après avoir cliqué. Alors, on revient à cette RPK 74 CIMA qui nous arrive dans cette boîte bleue et or habituelle de chez CIMA, parfaitement calée, avec un contenu qui s'apparente quasiment à un starter pack. C'est-à-dire, on va avoir une réplique, un high cap, une batterie et son chargeur. Comme effectivement c'est une batteuse, eh bien avec un high cap et 750 billes, on peut aller jouer, on a la petite radio, le PA, voire, vu la puissance de cette réplique, on en parlera après, on va pouvoir engager sans distance de sécurité, et on n'a besoin de rien d'autre pour commencer une partie. Et vous savez que je suis très attaché à cette idée de j'ai un objet qui sort de la boîte qui me permet d'aller immédiatement en partie sans rien racheter ni rien changer. D'accord? Ça va être en partie le cas pour cette réplique, on va dire, pour un joueur de débutant à une expérience moyenne et qui joue sur de terrain avec des distances d'engagement n'excédant pas 40 mètres. Bien sûr, si vous êtes un joueur confirmé ou qui a des possibilités de tirer au-delà de 50 mètres, eh bien, il va falloir intervenir sur cette réplique. Cette réplique a été achetée chez Taiwan Gun, et donc le joueur qui me l'a envoyé, eh bien, a demandé à ce que le paramétrage du ressort soit sur la puissance la plus faible, c'est-à-dire en dessous de 330 fps. On en parlera aussi tout à l'heure. Je vais vous parler de la batterie. La voici. On est sur une batterie NIMH 1200 mAh en 9,6 volts. Vous voyez, on est sur un objet qui est relativement costaud, malheureusement câblé en mini Tamiya. Bon, bah ça c'est immédiatement quelque chose qui pour moi va dégager au profit d'une 11.1 câblée en DIN. Donc c'est une réplique dont le câblage va devoir être modifié pour que ce soit beaucoup plus facile. Là, j'ai eu des problèmes pour brancher puisque j'ai utilisé une vieille batterie dont les cosses sont pas parfaitement alignées, donc j'ai dû jouer, etc. C'était hyper pénible. Ça faisait longtemps que j'avais pas connecté du mini Tamiya et je me rappelle pourquoi je déteste ça. Donc ça fait partie des premières modifications qu'il faudra faire sur cette réplique. Je vous en donnerai une ou deux aussi puisque j'ai échangé avec mon mécano sur ce sujet. Donc vous allez pouvoir avoir confiance dans le type de conseils que je vais vous donner puisqu'ils viennent pas de moi, ils sont relayés. Alors, je vais vous parler aussi du petit chargeur de batterie. Voilà, un chargeur de batterie classique, simple, sans prétention, mais qui fonctionnera parfaitement avec cette NIMH. Et on va avoir ce chargeur droit noir, très sympa, avec une molette à l'arrière. J'en parlerai tout à l'heure sur les tests de tir, mais qui n'a pas de problème de remontée de billes. C'est le cas parfois avec les chargeurs droits. Là, c'était pas du tout le cas. Et j'ai même fait en sorte de ne mettre que 20% du remplissage pour voir si ça continuait à pousser les billes. Et oui, ça poussait les billes sans souci. Ça, c'est un détail très important. Si on doit avoir un high cap, mais qu'on ne peut pas l'exploiter, ou que les billes retombent tout le temps, ou qu'au bout de 10 billes, on est obligé de molleter, c'est assez désagréable. Bien, alors, la réplique elle-même, moi, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce que on est dans la version finale des évolutions de la RPK 74. Une arme qui a commencé dans sa version full bois, vous voyez, qui est sur le côté gauche là, sans rail latéral, jusqu'à cette version finale avec des garnitures ABS, avec des stries de préhension au niveau du garde-main avant et avec un rail latéral sur le côté gauche
qui va permettre de positionner des optiques. Alors, moi, je recommande pas forcément de positionner des optiques sur une RPK 74. Quand on joue batteuse, comme dirait Kretschek, tu fais un carré autour du gars, voilà, entre le bas, le à gauche, le dessus et le côté droit. Normalement, tu devrais à peu près mettre dans la cible, quoi, d'accord? Bon, on va avoir un bipied fonctionnel et rotatif qui va permettre effectivement à la réplique de se tourner lorsque elle est posée. Malheureusement, lorsque vous engagez le chargeur high cap, faites attention quand vous le posez. Le chargeur est en appui sur le support, d'accord? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir, si vous ne levez pas la crosse, pour tirer, d'accord, sur un appui. Si vous laissez la crosse en appui sur le support, eh bien le chargeur va être en tension et vous risquez d'endommager les lèvres du chargeur qui sont en plastique, d'accord. Alors que si vous utilisez un drum, par contre, le drum, lui, va être parfaitement en dessous et il y aura aucun souci. Pour les drums, on en parlera aussi tout à l'heure puisque j'ai testé le drum Sima et le drum LCT. Évidemment, sur la prise en main, on est sur une prise en main de type AK classique. Bien sûr, quand je l'utilise, je n'utilise pas avec le bipied déployé, mais là, c'est pour pouvoir la reposer facilement dans le studio. On est sur une réplique dont je pensais qu'elle serait un peu moins lourde que la LCT. C'est pas exactement le cas. Je vous le dirai dans les chiffres tout à l'heure. Ça se joue à quelques centaines de grammes. Donc, on est sur un objet qui est relativement lourd. Je vais replier le bipied parce que là, j'ai des sensations de déséquilibre qui ne sont pas normales. Voilà, je vais essayer de pas me taper dans le plafond, puisqu'elle est vraiment haute. Hein. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on a vraiment ce bipied en acier qui crée un point lourd devant et qui en plus a tendance à se balader. Ce qui fait que moi, j'utilise un petit bout de velcro que je vais positionner entre le canon et le bipied pour parfaitement serrer l'ensemble et que ce soit jouable. Hein. Sinon, franchement, ça ballotte et ça risque de s'accrocher, voire d'endommager la réplique. Donc sur ma RPK LCT, j'ai mis un petit bout de velcro. J'encourage vraiment tous ceux qui vont faire l'acquisition de cette réplique à soit scotcher, hein, avec un scotch noir, on verra rien, soit mettre un petit bout de velcro. Voilà. Donc on est sur une réplique qui appuie très fort sur le bras avant, qui est assez désagréable à porter. Et moi, j'ai éventuellement le projet de l'acheter et de faire un custom dessus en démontant ce bipied. Alors, c'est déjà vu hein, sur Internet. J'ai déjà suivi un YouTuber russe, par ailleurs, hein, qui avait démonté ce bipied. Ça vous permet d'économiser plusieurs centaines de grammes. Et puisque la batterie est dans la crosse, eh bien, ça rééquilibre l'ensemble. Vous vous retrouvez avec une énorme AK et éventuellement avec un drum, un canon de 500, on en parlera tout à l'heure, et sans avoir ce déport et ce déséquilibre énorme. Là, on a vraiment un déséquilibre très très important. Alors bien sûr, je n'ai pas mis la batterie à l'arrière, ce qui favoriserait la situation, mais là vraiment, on a un appui qui est très très désagréable. Alors, il y a plein de petits détails sympas, notamment regardez les organes de visée mécanique qui disposent de petites surpeintures en rouge. J'aime beaucoup beaucoup ce type de détail. Et puis vous avez peut-être aperçu sur ma caméra de côté que j'ai positionné plein de petits aimants pour qu'on puisse effectivement voir les endroits où on retrouve de l'acier. Alors, pour le tour à l'aimant, sur le côté levier d'armement, on va avoir de l'acier, si on part de l'arrière vers l'avant, sur la boucle d'attache-sangle à l'arrière. On va en avoir sur le corps, le sélecteur de tir, le top cover. Le levier d'armement n'est pas en acier. On va avoir le bouton de réglage qui permet de lever le sight avant qui est en acier, mais sinon l'ensemble n'est pas en acier. On va avoir les bacs de support du retour de gaz qui sont en acier. Le retour de gaz lui-même aussi, mais pas le support de retour de gaz. Le canon n'est pas en acier. On va avoir le bipied et la tige de nettoyage qui vont être en acier, ainsi que le cache-flamme à l'avant et le téton de rétention de ce cache-flamme. Donc pas mal de choses sympas. Et bien sûr le pontet qui est en acier aussi, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir le poser facilement lorsque vous avez des appuis de tir sans risquer de l'endommager. De l'autre côté de la réplique, malheureusement le rail de support d'optique n'est pas en acier. On a quelques pièces de charnière qui sont en acier. Et là, ce que je regrette vraiment, c'est que la boucle
d'attache sangle à l'avant n'est pas en acier. Sur une réplique de ce poids, je trouve ça regrettable, puisque ça augure éventuellement un risque de casse. Donc vous voyez, regardez là ici, de l'acier, là où vous voyez les petits aimants. Voilà, et vous appréciez au passage l'esthétique de la réplique. Hop. Voilà. Ici, vous voyez ce bipied qui se balade. Et là, on va avoir au niveau du cache-flamme. Et de l'autre côté, si j'arrive à vous le montrer, au niveau des pièces en acier, voilà, vous voyez là ici, le support n'est pas en acier. Et c'est tout de ce côté-là. Voilà. Alors, quelques chiffres maintenant. Voilà, je ne la fais pas tomber. Alors, elle est plutôt accessible en prix, hein, puisqu'on est à moins de 240 € sans les frais de port. Pour une réplique de cette envergure, je trouve ça vraiment pas cher du tout. Le poids de la Cyma à vide, 4 kg 200. La LCT est à 4 kg 400. Elle a un canon en acier, elle ne fait que 200 grammes de plus. D'accord ? Et il faut savoir que la RPK 74, bon, ça varie selon les modèles, mais chargée avec un chargeur droit est aux alentours de 5 kg. D'accord ? Et nettement plus lourde. On a donc une version de gearbox en V3, les roulements sont en acier, le diamètre de roulement c'est 7 mm, la longueur totale de la réplique est de 840 mm déplié, le chargeur a une capacité de 750 billes, je vous l'ai dit, la batterie est une 9,6 volts en 1200 mAh, la longueur du canon interne est de 500 mm, le diamètre du canon interne est de 6,03. Faites attention lorsque vous travaillerez sur les équilibres d'air entre le cylindre et le canon à pas faire n'importe quoi parce que le canon de 500, c'est pas facile à équilibrer. Hein. Alors, ce qui est intéressant sur cette réplique, ce sont les petits éléments de démontage. J'aime beaucoup, et c'est mieux que la LCT. Lorsque vous retirez le top cover, eh bien, vous allez découvrir une culasse mobile. Alors factice, hein, ça n'est pas un EBBR, ça n'est pas un Electric Blowback Rifle, on est sur simplement quelque chose de factice, mais qui vous permet de sortir une tige guide et un ressort de rappel, et une culasse mobile, voilà, une culasse mobile, sympa, reproduite jusqu'au bout, regardez cette culasse mobile, voilà, ici. C'est très très joli, c'est très agréable, mais ça rajoute du poids. Forcément, ça rajoute du poids. Et je pense que dans les 200 grammes simplement d'écart avec la LCT, ce genre d'objet joue. Parce que sinon, je vois pas, entre l'ABS qui a priori est un peu plus léger que le poids, d'autant que j'ai une crosse pleine et que là, on est sur une crosse vide. Le canon n'est pas en acier de ce côté-ci. Donc, je pense vraiment que l'ensemble mobile et la tige guide font une vraie différence au niveau du poids de cette réplique. Alors, vous ne pouvez pas choisir de ne pas la positionner, puisque la tige guide est en appui dans la culasse mobile, et elle-même eh bien, intègre évidemment le bouton de rétention du top cover. Alors, on est sur une gearbox QD, mais inaccessible, hein, donc qui ne vous permettra pas de faire un changement de ressort rapide, mais qui permettra à votre mécano, hein, Nikolai, très facilement de retirer la pression et la tension à l'intérieur de la gearbox en retirant le ressort, ce qui permet d'intervenir sans avoir la gearbox qui nous saute à la figure. Hein. Alors, petite chose qu'il faut que je vous montre, c'est l'ouverture de la crosse. Vous allez avoir sur le côté droit, ici, un petit bouton. Quand vous appuyez sur le bouton, ça vous permet d'ouvrir. Et là, vous allez dégager une espèce de gaine métallique qui protège, en fait, les câblages et qui, quand on le referme, a tendance... Alors, il faut y aller tout doucement, parce que si vous n'y allez pas tout doucement, eh bien, vous pincez cette petite gaine ressort et vous risquez d'endommager les câbles. Moi, j'ai tendance à dire, vous avez fait votre intervention et vous ne vous amusez pas, même pour le transport, investissez dans un sac ou une mallette qui aura la bonne cote, mais ne vous amusez pas à ouvrir, fermer ou à ouvrir, fermer. Vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous allez pincer la gaine métallique et vous allez tout démolir. Donc, le petit bouton sur le côté pour l'ouvrir, on le fait une fois, mais on évite de jouer avec. Petit regret sur l'arrière, et bien là, ici,
normalement, on devrait avoir un petit clapet qui permet de positionner les outils de nettoyage, comme sur une AK. Et là, il est factice, il ne s'ouvre pas. Voilà, sur la LCT, le clapet existe. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas reproduit ça. Ça ne me semble pas franchement compliqué. D'autant que à l'intérieur c'est creux, puisque on y met le logement batterie, donc je vois pas pourquoi ça n'a pas été fait. Je vous montre maintenant le fonctionnement de la réplique. Alors, on doit dévisser à l'arrière, là ici, une vis ici, et une vis à ce niveau-là, pour dégager le logement de batterie, d'accord. On est sur un logement de batterie qui est vraiment très important, et dans lequel des sticks de taille importante, regardez la taille du stick, on est vraiment sur un stick AK très important. Non seulement il va tenir en largeur, puisqu'il y a vraiment un espace très important, mais en profondeur. Regardez, voilà. Ici, ça tient sans souci. Ça tient sans souci à l'intérieur. Vous allez pouvoir l'intégrer et ne pas avoir à réinvestir forcément dans une batterie. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux utiliser des batteries, des grosses batteries parallélépipédiques avec un ampérage beaucoup plus important pour cette RPK Syma, parce que comme il va falloir dévisser la plaque de couche arrière, mieux vaut avoir un gros ampérage et ne changer que le midi de batterie, parce que sinon sur le terrain, c'est une vraie galère. Je retire la plaque de couche et je vous fais écouter le fonctionnement. Alors voilà, j'ai retiré la plaque de couche dont je vous parlais, qui est en acier. Voilà, c'est une pièce qui est assez solide, c'est sympa, elle devrait tenir le coup un bout de temps. Et je vous le disais, regardez, le stick est complètement entré à l'intérieur de la réplique. Il ne dépasse pas du tout. Et vous allez pouvoir refermer la plaque de couche même avec un stick vraiment balèze. Vous voyez, je suis gêné sans cesse par le bipied devant qu'il faudra vraiment stabiliser. Alors, au niveau des chargeurs, le chargeur iCap se clenche nickel, d'accord, ne ballotte quasiment pas. Franchement, c'est pas mal du tout, quoi. Hein. Il bouge un tout petit peu forcément vu son porte-à-faux. Déception. Le drum de chez Syma, c'est pas un drum LCT, hein, c'est le drum de chez Syma. C'est quand même sympa de pouvoir jouer une RPK avec un drum. Là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. J'ai des mouvements latéraux qui sont de plus d'1 centimètre. Alors oui, on peut mettre du scotch, blablabla, machin. Bon, moi je fais pas ce genre de truc. Si vous voulez mettre du scotch, vous faites comme vous voulez. Ça feed quand même, hein. Mais forcément, ça crée des formes d'imprécision qui sont assez désagréables. Du coup, je me suis dit, ah ben peut-être que le drum de la RPK 16 va tenir dedans. Et ce serait hyper sympa parce que on est déjà sur une réplique qui va vous permettre de porter du gear et des tenues, on va dire, entre milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ce que ne permet pas forcément la version bois. Mais là, avec le drum de la RPK 16, alors il faut le forcer un petit peu, hein, parce que il n'est pas naturellement fait pour la réplique, mais du coup, il bouge pas du tout, il est parfaitement en place. Alors bien sûr, là il a un paint, mais il va donner un look beaucoup plus moderne à votre réplique, et il va vous permettre de jouer avec un drum qui ne bouge pas, et avec un gear modernisé. Regardez le look de la réplique. Franchement, ça ne gâche rien. J'ai fait les essais de tir avec, donc ça n'est pas juste ça clenche en studio, non, ça feed sur le pas de tir. Sur la question des tests de tir, on est sur une réplique qui au chronie à la 0.20 hop-up à 0 est aux alentours de 290 FPS. Donc on est très bas en puissance. Ce qui va permettre, je vais vous le montrer juste après, plutôt une bonne réactivité, en full notamment, puisque c'est une batteuse, mais qui va avoir bien du mal entre la puissance et l'appui à nous lever de la 0.28 par exemple. Hein. Même la 0.25 nous permet de toucher tout juste à 45 mètres, donc l'appui devra être retravaillé. Et Nikolai m'en parlait, là je vous mets une photo de l'interne, notre mécano, sur le fait que même si on est dans la nouvelle version des Gearbox Syma, eh bien le nozzle est vraiment pas qualitatif et participe à la perte d'étanchéité et de puissance de la réplique, d'accord? Donc ça, il faudra, et ça sera certainement la seule pièce à changer, donc il faudra refaire un téflonnage, retravailler l'étanchéité, dégager le nozzle, et c'est tout. Pour le reste, on pourra le conserver, bien tout nettoyer, bien sûr, le canon et le joint qui arrivent souvent gras chez Syma, mais aussi chez la plupart des constructeurs. Je mets mes petites lunettes et je vous fais écouter le fonctionnement global. En semi d'abord. Alors, ça tourne vraiment très très rond. Hein. Moi, j'aime beaucoup. On n'a pas de retard dans le lancement du moteur.
Alors le sélecteur est très smooth, très léger, beaucoup plus facile à manipuler que sur la RPK. Je pense que si vous mettez un sélecteur tactique, vous pourrez l'utiliser avec l'index. Vous voyez, là je peux le faire alors qu'on a un sélecteur de base. Alors on est à la 11.1, mais je trouve qu'on a une jolie réactivité. Alors la réactivité bien sûr est favorisée par le fait que on a une réplique avec un ressort extrêmement modeste. Mais en sortie de boîte, c'est vraiment très très agréable, notamment, je le disais, si vous avez l'habitude de jouer sur des terrains dont les portées d'engagement ne permettent pas d'excéder 40 mètres. Souvent on me dit « Ouais, moi, ma réplique, elle tire à 60 mètres, machin. » Oui, mais enfin bon, si tu ne peux jamais engager à 60 mètres, pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors maintenant, on va faire un petit peu la synthèse, des points négatifs et des points positifs de cette réplique. Alors les points négatifs, le canon n'est pas en acier et ça nous amène pas forcément de différentiel de poids par rapport à la LCT, 200 grammes. L'attache sangle avant n'est pas en acier non plus et je trouve que c'est une pièce de sécurité qui l'aurait mérité vu le poids de la réplique, 4,5 kg, je pense, avec le chargeur rempli, plus si vous avez un drum plein dessus. Je trouve que la fermeture de la crosse met en danger le câblage malgré la gaine métallique de protection, donc il faut éviter de faire ce genre de mouvement. Moi je trouve que la crosse bouge un petit peu et que les garnitures globalement ne respirent pas une grande stabilité. L'installation de la batterie dans la crosse, avec des vis, il n'y a aucun système de pivot ou de système ergonomique, gêne le changement en cours de jeu. Le drum Old-Gen Cyma ballotte à mort, feed, mais ballotte à mort. C'est quand même dommage, on est sur la même marque. Le rail latéral de montage des optiques n'est pas en acier non plus, donc d'expérience, je sais qu'à un moment donné, il finit par s'user, donc il va falloir poser une optique et ne plus la toucher, et éviter peut-être d'avoir une optique trop lourde, genre PKA, voilà. La portée est plutôt réduite en sortie de boîte, mais bon, voilà, 45 mètres, sortie de boîte, bon. Le nozzle mérite d'être changé, ainsi que l'étanchéité revue. Les points positifs maintenant, le prix. On a une RPK nouvelle génération, jouable en sortie de boîte à moins de 250 €. Le compartiment batterie qui est énorme et qui va permettre d'accueillir nos sticks, mais aussi des grosses batteries parallélépipédiques avec un gros volume d'ampérage pour rééquilibrer la réplique. On a une batterie et un chargeur dans la boîte, ce qui va nous permettre, avec le high cap, de se dire que c'est un starter pack. Le drum LCT de la RPK16 s'enclenche, serré, nickel et feed impeccable. On a de nombreuses pièces en acier sur le corps de la réplique, dont un certain nombre plutôt stratégiques. On a une culasse mobile qui est disponible sous le top cover et pour les collectionneurs, c'est super agréable. Et on a plutôt une bonne réactivité en sortie de boîte, même si sur ce modèle, c'est en partie conditionné par un ressort vraiment faible. Bien, écoutez, c'est un bel objet. Moi, je réfléchis vraiment à me l'acheter très sérieusement. Et si je le fais, ce sera pour démonter le bipied, faire un paint global, un gros custom et avoir une espèce de grand AK modifié. Alors certains puristes diront « Ah là là, une RPK qui n'a plus son bipied, c'est plus une mitrailleuse, ceci, cela ». Oui, c'est pas grave, je vais voir si je me fais mon petit délire quand même. Et si je le fais, je reviendrai ici vous la présenter. On arrive à la fin de cette revue. J'espère que vous profitez du retour du soleil pour vous faire plaisir et aller massivement sur les terrains. On n'oublie pas que nous pratiquons un loisir, que loisir rime avec plaisir, et que ce plaisir est conditionné par le fait de prendre ses billes. Allez, au revoir.